Je n'ai nulle part où aller. Le rancher solitaire avait offert l'asile à la promise par correspondance pour une seule nuit. Le lendemain matin, elle avait changé sa vie pour toujours. Territoire du Montana, cœur de l'hiver 1987. La neige tombait en nappes épaisses et silencieuses sur les plaines gelées. Elias Granger, 32 ans, avait passé la journée à réparer des canalisations brisées dans un froid mordant. L'eau avait de nouveau gelé et éclaté pendant la nuit. Il regagna sa cabane de rondins isolée alors que le crépuscule s'épaississait, la fumée de bois s'échappant encore paresseusement de la cheminée. Il entra avec sa lourde lampe à huile, secoua la neige de son manteau et se figea sur le seuil. Des empreintes de pas, à peine 3, se dirigeaient vers son foyer, petites, mal assurées, et semblaient avoir hésité avant de rebrousser chemin. Il se raidit et décrocha son fusil du râtelier, mais avant de l'épauler, il remarqua de faibles mouvements dans sa modeste cuisine. Il s'avança, posa sa lampe et appela doucement. « Bonsoir, il y a quelqu'un » Une voix, douce et tremblante, répondit depuis la pénombre du poêle. « Je suis désolé. Je croyais cet endroit abandonné. Je n'ai nulle part où aller. » La main d'Elias s'arrêta sur le fusil. Il essuya son front et aperçut une jeune femme debout au milieu de chaises renversées et de vaisselle éparpillée. L'ourlet de sa robe était couvert de boue gelée et de neige. Son souffle se condensait à la lueur de la lampe. Ses cheveux pendaient en mèches humides autour de son visage, le givre s'accrochant à ses joues pâles. Ses yeux allèrent du fusil dans ses mains à la porte derrière elle. Annabeth Moore, 24 ans, promise par correspondance, avait parcouru près de 50 kilomètres jusqu'à une ville où personne n'était venu l'accueillir. Elle avait longé les crêtes dans un blizzard déchaîné jusqu'à ce qu'elle aperçoive la faible lueur de la cabane d'Elias à l'horizon. Elle avait frappé une fois, puis poussé la porte non verrouillée, espérant peut-être que quelqu'un vivait encore ici, ou que les fantômes accueillent des étrangers avec plus de bienveillance que les vivants. Elias resta silencieux pendant plusieurs battements de cœur. Le vent fit grincer les volets et il sentit quelque chose bouger en lui. Il abaissa lentement le fusil. Les épaules d'Annabeth s'affaissèrent. Il sortit une lourde couverture de laine de l'armoire, la drapa sur ses épaules tremblantes, puis s'agenouilla pour allumer le feu dans le poêle. La flamme crépita, reprenant vie. Il posa une bouilloire sur les braises et commença à remuer le bois dans l'âtre. Elle serra la couverture contre elle, hochant faiblement la tête. Il dit calmement « Vous pouvez rester pour la nuit, juste le temps que la tempête passe. » Elle leva les yeux, le regard agrandi, les lèvres tremblantes. Elle hocha de nouveau la tête, sans un mot. Il se déplaça lentement, posa une petite bouilloire en fer contenant du thé chaud sur la table et désigna un tabouret. Elle s'assit sans hésiter, les mains pressées contre le métal chaud. La vapeur embruma doucement l'air. Elias retira son manteau, le posa sur une chaise pour elle, puis se dirigea vers un coin pour dégager un autre tabouret. Il examina les étagères, de simples bocaux de semoule de maïs, de haricots, de porc salé, mais rien d'engageant. Il versa du thé dans une tasse en émail ébréché et la poussa vers elle. Elle but une gorgée, ses doigts tremblant contre la tasse, et le regarda à travers ses cils pâles. Il l'étudia avec une intensité silencieuse. Ses yeux avaient la couleur de la fumée d'hiver, hantés et lasses, comme si elle avait vu trop peu de visages bienveillants. Il ressentit un étrange désir, comme un fil qui le rattachait à quelque chose
qu'il ne s'était pas autorisé à chercher depuis la mort de sa femme, 2 hivers auparavant. Elle but une autre gorgée, jetant un coup d'œil vers la porte comme si elle s'attendait à voir apparaître quelqu'un de plus légitime. Elias s'éclaircit doucement la gorge. Je vais bientôt préparer le souper. Si vous voulez manger quelque chose de chaud, il faudra m'aider. Vous en sentez-vous capable? Elle hocha la tête en silence. Il hésita légèrement. Vous pouvez aider ou vous pouvez vous asseoir et vous reposer. Les deux me vont. Elle se leva et se déplaça avec un soin délibéré, prenant une casserole en fer blanc et hachant du persil provenant d'un bocal près de la table. Il observa la manière dont ses mains travaillaient. Ferme, précise, épuisée. Il comprit que lui dire quoi faire lui offrirait plus de réconfort que le silence seul. Dehors, la tempête faisait rage et la nuit s'épaississait. Elias alluma une seconde lampe. Il la regarda remuer de la bouillie et du porc salé dans la poêle. Il posa la cuillère près de sa main, partagea sa portion. Elle ne lui offrit qu'un signe de tête en guise de remerciement, mais son regard s'adoucit. Le vent secoua les rondins de la cabane, et dehors, il entendit la neige glisser du toit dans des bruits sourds. Il tourna la bouilloire vers le feu pour la garder au chaud et alla chercher des couvertures. À son retour, il la trouva enveloppée dans son propre manteau de laine, s'assoupissant sur un banc bas. Il s'assit de l'autre côté du foyer, ignorant délibérément le pincement inattendu dans sa poitrine, et regarda les flammes danser. Elle murmura « Merci de ne pas m'avoir renvoyé ». Sa voix était faible. Il ne répondit que par un léger hochement de tête. Mais dans ce geste, il acceptait quelque chose de fragile et de précieux à la fois. L'horloge sur la cheminée s'était arrêtée des mois auparavant. Mais le temps reprenait vie dans cette lueur vacillante. Elias regarda une dernière fois la silhouette endormie d'Annabeth, seule, lasse, abandonnée par un monde auquel elle avait fait confiance, et sentit une chaleur monter en lui qu'aucun hiver ne pourrait éteindre. Il posa une couverture sur elle et s'enfonça davantage dans son fauteuil, comme s'il veillait sur quelque chose de rare. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la cabane, le feu crépitait et 2 vies amorçaient un tournant silencieux et inattendu. Au matin, la neige tombait comme de la farine tamisée. Les rondins de la cabane d'Elias craquaient faiblement sous le vent qui balayait le toit. À l'intérieur, le feu brûlait encore, projetant de douces ombres orangées sur le plancher. Annabeth était recroquevillée sur un banc près du foyer, le visage détendu par l'épuisement, un bras enroulé autour d'elle comme une armure. Elias était assis dans son fauteuil, éveillé. Il n'avait pas dormi. Ses yeux reposaient sur elle, vigilants mais distants. Il n'était pas un homme habitué à la compagnie, et certainement pas à celle des femmes. Surtout pas des femmes qui surgissaient du froid avec pour seul bagage des mains meurtries et des yeux remplis de peur. Mais elle n'avait pas essayé de mentir. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement demandé, puis s'était tue. À l'aube, Elias se glissa dehors, nourrit le cheval, brisa la glace de l'abreuvoir et fendit assez de bois pour la journée. Quand il rentra, la bouilloire était déjà chaude et 2 tasses étaient posées sur la table. Annabeth se tenait au-dessus de la bassine, nettoyant tranquillement les assiettes en fer blanc de la veille. Ses manches étaient retroussées jusqu'aux coudes, ses cheveux noués avec un bout de ruban qu'elle avait dû tirer de son sac. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-elle doucement en le remarquant. « J'ai pensé qu'il valait mieux mériter ma place. » Elias haussa les épaules, sans méchanceté. « Je suppose que si vous aviez cassé quelque chose,
C'aurait été votre problème de le réparer. Elle sourit faiblement et retourna à son rinçage. Puis, sans se retourner, elle dit « Avez-vous des aiguilles à repriser ?» Il désigna une boîte en bois près de la cheminée. Elle la trouva, enfila une aiguille et s'assit près de la fenêtre, rapiéçant l'une de ses vieilles chemises de flanelle, ses doigts précis. Elias versa du café dans 2 tasses et en posa une à côté d'elle. Il s'assit à l'autre bout de la pièce, réchauffant sa propre tasse en silence avant de demander « Qui vous a fait venir ?»« Hum, hum. » La main d'Annabeth s'arrêta au milieu d'un point. Sa gorge se serra une fois avant qu'elle ne parle. « Je ne sais pas. La lettre est arrivée à ma pension, de l'agence de Denver. Elle disait qu'un homme à Bitter Hollow avait besoin d'une épouse. J'ai signé l'accord, pris la diligence, et quand je suis descendu, personne n'est venu. Le chef de gare m'a indiqué la route et m'a dit que si je me dépêchais, je pourrais rattraper quelqu'un qui se dirigeait vers le nord. Elle leva les yeux, l'air désolé. Je suppose que je n'étais pas celle qui l'attendait, finalement. Elias fronça les sourcils, fixant sa tasse. Vous avez dit que vous étiez infirmière. Annabeth hocha la tête. Pendant la guerre, en Virginie. Après ça, il ne restait plus grand-chose. Mon père est mort de la fièvre il y a 2 hivers. Ma mère, elle a perdu sa volonté avant le printemps. L'agence matrimoniale était tout ce qui me restait à essayer. Elias ne parla pas pendant un moment. La neige frôlait les fenêtres comme des doutes murmurés. Dehors, le chemin menant à la ville disparaissait sous les congères. Il se leva, décrocha son manteau du mur et se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, le vent s'engouffra en hurlant. Annabeth grimaça. « Vous sortez ?» Il jeta un regard par-dessus son épaule. « J'allais vous emmener à l'église de la ville. Laissez le révérend Whittaker régler ça, mais… » Il désigna la neige qui engloutissait les poteaux de la clôture. « Nous n'irons nulle part aujourd'hui. » Annabeth baissa les yeux. « Je comprends. » Cette nuit-là, la tempête redoubla. Le vent sifflait à travers les fissures des rondins, et Elias ajouta du bois au feu jusqu'à ce qu'il rougeoie, intense et constant. Il ouvrit une petite boîte en fer blanc au fond de l'armoire. À l'intérieur, un paquet de champignons séchés, des morilles, cueillis sur les crêtes du Nord, quelque chose qu'il gardait intact depuis 3 ans. Il commença à les hacher dans la marmite sur le feu. Annabeth leva les yeux, surprise. « C'est rare. » Il hocha la tête une fois. « Je les gardais pour le jour le plus froid. » Elle fronça les sourcils. « Est-ce aujourd'hui le jour le plus froid ?» Elias remua lentement la soupe. « Peut-être pas, mais c'est le premier jour où quelqu'un d'autre s'assoit à cette table depuis sa mort. » Annabeth se figea. Il versa la soupe dans 2 bols et lui en tendit un. Elle le prit à 2 mains, ses yeux le surveillant attentivement. « Je m'assurerai que vous arriviez en ville, » dit Elias, « quand la tempête se calmera. » Annabeth hocha la tête. Elle goûta la soupe et ferma les yeux tandis que la chaleur se propageait en elle. Dehors, le vent battait contre le toit, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose d'inhabituel s'installa entre eux, une compréhension silencieuse et le fragile début de la confiance. La tempête ne se calma pas pendant 3 jours. La neige s'amoncela comme des dunes de sable le long du porche, et le ciel resta couleur de cendres froides. À l'intérieur de la cabane, l'air était un mélange de fumée de pin, de vapeur et du rythme silencieux de 2 personnes apprenant à partager un espace sans trop parler. Elias s'en tenait à ses routines. Il fendait du bois,
faisait bouillir de l'eau, salait la viande et nourrissait le mulet quand la visibilité le permettait, mais maintenant il y avait une deuxième tasse sur la table, une deuxième paire de bottes séchant près du foyer, et le fredonnement d'une femme, doux et hésitant, quand elle pensait qu'il n'écoutait pas. Le deuxième soir, Elias remarqua une plaque de peau à vif sur sa main gauche. Le froid avait mordu plus profondément qu'il ne l'avait réalisé. La peau cloquait, rouge et pâle. Annabeth s'agenouilla près de lui sans qu'il le lui demande, sortant une boîte de baume de son sac de voyage. Vous auriez dû dire quelque chose, murmura-t-elle, étalant la pommade sur la peau avec des doigts précautionneux. J'ai eu pire, marmonna-t-il. Je sais, moi aussi. Elle enveloppa sa main dans du lin et le noua doucement, puis se releva et retourna dans son coin sans un mot de plus. Plus tard cette nuit-là, Elias poussa la chaise d'Annabeth plus près du foyer quand elle ne regardait pas. Il versa le reste de la tisane de pain dans sa tasse et laissa la sienne vide. Annabeth le remarqua, mais ne dit rien. Elle plaça simplement ses mains froides autour de la tasse et hocha la tête une fois en guise de remerciement. Cette nuit-là, ils s'attardèrent tous les deux près du feu plus longtemps que d'habitude, aucun ne voulant admettre que le silence entre eux s'était réchauffé. Le troisième jour, après un déjeuner de soupe de racines et de biscuits durs, Annabeth regarda vers la porte et dit doucement. Autrefois, je comptais les jours par lettres. Elias se tourna vers elle. Mon fiancé et moi, il écrivait tous les jours jusqu'à Gettysburg. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un flocon de neige en papier plié, jauni sur les bords. Elle le déplia avec soin, le posant sur la table comme un objet sacré. C'est la dernière chose qu'il a envoyée. Il y avait un mot avec. Je t'en ferai 100 autres à mon retour. Il n'est jamais revenu. Elias fixa les découpes délicates, les petites étoiles et les flèches tordues, taillées dans le papier. J'étais à Gettysburg, dit-il après un moment, la voix rauque. Deuxième jour, flanc gauche. J'ai perdu 3 côtes et un bout d'ouïe. Annabeth le regarda lentement. Vous y étiez? Il hocha la tête. Beaucoup d'hommes ont laissé quelque chose derrière eux là-bas. Il reporta son regard sur le flocon de neige. Moi aussi. Le feu crépita entre eux. Elias se leva, se dirigea vers la cheminée. Il ouvrit un tiroir sous l'étagère et en sortit une photo usée. Les bords étaient cornés, le verre fissuré. C'était celle d'une femme aux cheveux auburn et au sourire doux et asymétrique. Ma femme, dit-il en la posant à côté du flocon de neige, morte de la scarlatine, je l'ai enterrée sous la crête, derrière la grange. Le regard d'Annabeth s'adoucit. Elle tendit la main et ajusta légèrement le flocon de neige pour qu'il se trouve juste à côté de la photo, non pour la couvrir, ni la remplacer, mais simplement pour l'accompagner. Elias la regarda, puis regarda la table et hocha la tête. Ils n'en parlèrent plus cette nuit-là. Mais quand le vent hurla et que le feu faiblit, Elias se leva et ajouta 2 autres bûches, non pour la chaleur, mais parce que quelque chose dans le silence avait besoin d'être protégé. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur, le deuil commençait à peine à fondre. Au 5e matin, le ciel se déchira, le vent se calma. Le soleil perça pâle et mince au-dessus de l'horizon blanc et le monde parut lavé, purifié. Elias attela le mulet, enveloppa Annabeth dans un manteau de laine de rechange
et s'engagea sur la route verglacée en direction de la ville de Galloway. Il y avait 30 kilomètres de neige dure et d'ornières gelées. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais la main gantée d'Annabeth agrippait le rebord du traîneau, et ses yeux restaient fixés sur les collines devant eux. Elias gardait lui aussi le regard droit, la mâchoire serrée. La ville apparut juste après midi. Des cheminées fumaient, des bottes crissaient, et les rumeurs voyageaient plus vite que la fonte des neiges. Ils atteignirent d'abord l'église. C'était un bâtiment blanc et trapu, avec un clocher et des fenêtres couvertes de givre. Elias attacha le mulet et fit monter les marches à Annabeth. À l'intérieur, la chaleur les frappa d'abord, puis le silence. Quelques femmes tricotaient près des bancs du fond. L'une d'elles leva les yeux et plissa le regard. Le pasteur, un homme robuste d'une soixantaine d'années au col de travers, descendit l'allée quand Elias l'appela. « Nous devons lui trouver un endroit, dit Elias. Promise par correspondance. Abandonnée dans le nord, elle ne causera aucun problème. » Le pasteur plissa les yeux. Son nom? Annabeth Moore, dit-elle doucement. Il sortit un lourd registre, tourna les pages. Aucune trace, marmonna-t-il. Aucun mari n'a signé pour elle. Aucun paiement enregistré. Elle n'est pas légalement mariée. Je n'ai jamais dit que je l'étais, dit Annabeth tranquillement. Derrière eux, quelqu'un chuchota juste assez fort. C'est une de celles dont personne n'a voulu. On les reconnaît toujours. Une autre voix répondit, plus sèche. Venue de si loin, juste pour être baladée. Le souffle d'Annabeth se coupa. Elle se retourna, reculant vers la porte. Elias resta immobile. Sa mâchoire se crispa en silence, mais il ne dit rien, pas encore. Annabeth poussa les portes de l'église et sortit dans le froid. La neige avait recommencé à tomber, lente et feutrée. Elle se tint sous l'auvent, les bras enroulés autour d'elle, tremblant autant de honte que de froid. Elias la suivit. Elle ne le regarda pas, se contentant de murmurer « Je ne suis pas celle que vous croyez. »« Je sais exactement qui vous êtes, » dit Elias. « Vous êtes sorti de la neige pour entrer dans ma cuisine. Vous avez recousu ma manche. Vous avez fait bouillir mon thé. Vous avez nettoyé les cendres de mon poêle. Et vous n'avez jamais rien demandé d'autre qu'un espace pour respirer. » Elle cligna des yeux, son regard brillant. « Je vous ai amené ici, dit-il, la voix basse et égale, pour que quelqu'un vous réclame. Je ne savais pas que ce serait moi. » Elle leva alors les yeux vers lui, le regardant vraiment. Le vent s'enroula autour d'eux, vif et doux, chargé de l'odeur des pins. « Je ne suis pas pure, » murmura-t-elle. « Pas intacte. »« Je ne suis pas entier, » répondit-il. « Pas inchangé. » La neige se prit dans ses cils. Elle commença à dire quelque chose, mais Elias s'avança, retira son gant et posa doucement sa main sur son épaule. Pas avec force, juste assez pour qu'elle en sente la vérité. « Voulez-vous revenir avec moi ?» demanda-t-il. Annabeth déglutit difficilement. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle. « Maintenant, si, » dit Elias. Ils se tournèrent ensemble, descendant les marches vers le mulet et le traîneau. Derrière eux, la cloche de l'église sonna, non pour un mariage, non pour un enterrement, mais peut-être, juste peut-être, pour le début de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. La neige recouvrait encore le monde quand Elias et Annabeth retournèrent au Ranch Granger, mais à l'intérieur de la cabane, l'aube semblait plus chaude
que n'importe quelle tempête. Elias attisa les cendres du vieux poêle en fonte jusqu'à ce que les braises rougeoient. Il ajusta la cheminée pour que la fumée s'échappe facilement, puis commença à ranger les bûches fendues dans le râtelier. Annabeth observait depuis le seuil, enveloppée dans son manteau de laine, son souffle se condensant dans la lumière douce. Elle ne parla pas, hochant simplement la tête quand il lui désigna une chaise en bois. Elias apporta des meubles, une table en bois qu'il avait sculptée des années auparavant et un couchage de rechange du grenier. Il dégagea un coin près du poêle et y plaça une petite malle. Annabeth aida en balayant le sol avec un balai à main et en empilant soigneusement les couvertures. Sa présence silencieuse remplissait la pièce plus que n'importe quel mot. Il sortit chercher de l'eau et de la glace à l'abreuvoir. Elle sortit un sac de chiffon de sa sacoche de voyage et commença à recoudre une manche déchirée. Elle ne demanda rien, mais Elias le remarqua. Plus tard, il trouva une boîte de semoule de maïs séchée et la lui donna. Elle sourit en mesurant juste assez avec une cuillère en bois. Quand le poêle fut de nouveau chaud, Elias rassembla de la semoule de maïs jaune, une poignée de sucre, un peu de lard et une pincée de sel. Annabeth le rejoignit près du foyer, sortant la poêle et la cuillère en bois, la main ferme. Elle remua la pâte lentement, fredonnant doucement. Elias l'observa attentivement, puis plaça une poêle graissée et une plaque chaude près des flammes. Elle y versa la pâte. La première galette grésilla et dora. Elle la retourna doucement et lui offrit le pain de maïs fumant, déchiré en deux sans hésitation. Il y mordit lentement. La croûte était croustillante, le milieu moelleux et chaud. Il hocha la tête, satisfait. « J'ai appris à cuisiner quand j'étais petite, » dit-elle tranquillement. Ma mère faisait du pain de maïs tous les dimanches. J'adorais le sucre. Et bien sûr, je faisais des tartes. Il sourit faiblement. Je n'en ai pas goûté depuis ma femme. Annabeth secoua doucement la tête. C'est une chose simple, mais c'est quelque chose. Ils ne parlèrent plus beaucoup après ça, seulement les bruits de la routine, le crépitement du feu, le frottement du balai, le bruit sourd du bois qu'Elias fendait dehors. Elle lui montra comment mouiller un chiffon avant de balayer pour attraper la poussière. Il lui montra comment fendre une bûche sèche pour qu'elle se sépare le long du grain. Leurs mains s'effleurèrent, juste assez pour reconnaître une confiance naissante. En milieu d'après-midi, on frappa doucement à la porte. Elias ouvrit et découvrit Clara, l'orpheline du village. Elle n'avait pas plus de 7 ans, les yeux embués de larmes, les épaules secouées sous un châle élimé. Elle se tenait là, serrant contre elle un seau en fer-blanc qui avait autrefois contenu du sel. « Monsieur Granger, » dit-elle timidement d'une toute petite voix, « je n'ai nulle part où aller. Pourrais-je avoir un peu de bois, s'il vous plaît ?» Annabeth s'avança aussitôt, une poêle de pain de maïs à la main. Elle s'agenouilla et offrit à l'enfant un morceau, friable et encore chaud. Clara le prit, les joues rosies par la surprise. Annabeth se releva et lui fit signe d'entrer. Clara se glissa à l'intérieur et posa son seau sur le plancher. Elias, s'écartant, alla chercher un petit fagot de petit bois et quelques bûches fendues sur le tas. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Il dit simplement « Prends ça pour ce soir, et si tu as faim, il y aura d'autres pains de maïs demain matin. » Il jeta un œil dans le seau, et ce qu'il y vit. Clara s'inclina d'une manière bien trop polie pour son âge. Elle mit le bois dans son seau et sortit en trottinant, son pain de maïs à la main.
Annabeth referma la porte et s'y adossa, le souffle court. « J'aurais dû te dire de ne pas ouvrir, » murmura-t-elle. Elias tendit la main, balaya une miette sur sa manche et posa la poêle vide sur la table. « Je ne veux pas que tu affrontes la faim toute seule, » dit-il doucement. Dehors, le ciel s'adoucissait aux couleurs du soir. Des flocons de neige se mirent à tomber. Mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose s'était installé qui n'y était pas auparavant. Un sentiment que ce lieu pouvait enfin devenir un foyer. Cette nuit-là, après avoir bordé Annabeth dans sa paillasse près du poêle, Elias se rendit dans son coin avec une petite planche de bois. Sur le grain sombre, il grava des mots avec un tisonnier chauffé à blanc. Cette cabane n'est plus un lieu de silence. Il se pencha sur l'âtre et posa délicatement la planche contre le mur. Annabeth remua, mais ne se réveilla pas. Elias recula et examina son œuvre à la lueur de la bougie. Les lettres brillaient d'une lueur chaude, audacieuse mais simple. En dessous, un petit brin de lavande séché, noué par une ficelle, était pressé contre le bois. Il dit doucement, pour lui-même et pour la pièce, « Il est temps que la chaleur revienne. » Dehors, le vent soupirait sous les combles. Dedans, le foyer crépitait, et à cet instant, une cabane autrefois isolée par la neige et le chagrin devint un endroit où les gestes silencieux parlaient plus fort que les mots, et où une seule décision façonna à jamais le destin de deux vies. Le matin se leva, vif et glacial. Le ciel s'étirait, pur et bleu. Dehors, la neige croûtait sous la lumière du soleil levant. Annabeth se tenait sur le porche, les manches retroussées, étendant du linge sur une corde tendue entre deux poteaux de cèdre. Ses joues étaient roses de froid, ses mains rougies par la lessive. Derrière elle, dans la cabane, Elias ponçait une planche de pain près de la cheminée, les mains collantes de résine. Il sifflotait à voix basse, une habitude oubliée depuis longtemps et récemment retrouvée. Puis vint le bruit de sabots écrasant le givre, un son lent et délibéré. Annabeth leva les yeux. Un grand chariot noir entra dans la clairière, du genre utilisé pour transporter des provisions, du bétail ou parfois pire. Il s'arrêta dans une secousse. La porte grinça en s'ouvrant. En sortit un homme vêtu d'un long manteau beige et d'un chapeau trop propre pour un endroit comme celui-ci. Roy Mercer, 45 ans. Grand, à l'allure soignée, avec des boucles d'argent à ses bottes et un registre toujours glissé sous le bras. Le souffle d'Annabeth se coupa. Ses bras retombèrent, son visage se vida de toutes couleurs. « Roy, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Il s'approcha en souriant, les mains dans les poches. « Eh bien, je suis damné. Tu t'es mise à l'aise. » Sans frapper, Roy poussa la porte de la cabane, le bruit de ses bottes résonnant sur le plancher de bois. Annabeth le suivit lentement, figée. Elias se retourna au son, s'essuyant les mains sur un chiffon, les yeux plissés. Roy brandit un papier plié. « Elle est à moi. Contrat de mariage par correspondance, signé et payé. L'acompte est là, noir sur blanc. Ce qui veut dire que ce que vous avez là, cowboy, c'est ma propriété. » Annabeth recula en tremblant. Elias resta immobile, laissant les mots s'imprégner en lui. Puis il s'avança lentement, se plaçant entre eux. Roy eut un sourire narquois. « Tu caches ma marchandise, cowboy? » Elias ne dit rien. Roy le bouscula. Elias chancela, retrouva son équilibre
et, sans un mot, lança son poing. Il rencontra la mâchoire de Roy avec un craquement sourd. Roy recula en trébuchant et heurta le coin de la table. Un mince filet de sang coula de son nez. Dehors, quelques voisins, attirés par le chariot et les voix, s'étaient arrêtés près de la barrière. Ils observaient en silence. Roy se redressa, agitant le papier en l'air. « Vous voyez tout ça ?» cria-t-il. « Cette femme a été achetée, en toute légalité. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » La foule murmura. Elias s'essuya les jointures sur son manteau. Il regarda autour de lui, puis se tourna vers la cabane. Annabeth se tenait près du poêle, immobile, les yeux pleins de larmes. Une minute plus tard, Elias réapparut. Dans sa main, il tenait une bourse en cuir, usée, épaisse, celle qu'il avait enterrée sous une latte de plancher, remplie de pièces d'argent et de billets économisés pendant 3 ans. Il la déposa dans la main de Roy. « Tenez, c'est ce que vous avez payé, et même plus. Maintenant, elle ne vous doit rien, et moi, je lui dois tout. » Roy jeta un œil dans la bourse. C'était plus qu'équitable. C'était bien plus que la valeur de n'importe quel contrat sur papier. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Elias s'approcha, sa voix glaciale. « Partez! Et la prochaine fois que vous mettrez un prix sur la vie d'une femme, assurez-vous de pouvoir vous payer l'homme qu'il aime. » Roy cligna des yeux. La foule n'acclama pas, n'applaudit pas, mais personne ne bougea pour arrêter Elias. Personne ne se rangea du côté de Roy. Elias se tourna, prit la main d'Annabeth et la leva pour que tous la voient. « Vous l'appelez une promise par correspondance. Moi, j'appelle ça un miracle. Elle n'est pas ce que j'ai acheté. Elle est ce que j'ai attendu. » Roy recula vers son chariot, s'essuyant le nez avec un mouchoir en soie. Il monta à bord et ne dit rien en prenant les rênes. Le chariot s'éloigna en gémissant, avalé par les arbres. Le silence retomba. Alors, de la foule, une vieille femme s'avança, le dos voûté, le foulard en lambeaux. Elle tendit à Annabeth un morceau de pain dur enveloppé dans du lin. Son regard croisa celui d'Elias. On dirait que quelqu'un a enfin racheté son âme, lui aussi. Sur ses smots, elle s'éloigna, le bruit de ses bottes crissant doucement sur le givre. Elias ne lâcha pas la main d'Annabeth. À l'intérieur, le feu brûlait d'une flamme stable, et bien qu'aucun vœu n'ait encore été prononcé, quelque chose de permanent avait pris racine. Pas dans la loi, pas sur le papier, mais dans l'action et dans l'amour. Le printemps arriva doucement dans le Montana, non pas au son des trompettes, mais avec la terre qui s'amollissait, l'herbe qui poussait et un vent qui portait le parfum de la vie renaissante. Sur une colline surplombant la vaste vallée, un petit groupe se rassembla en silence. Nul ruban ne flottait au vent. Nulle botte cirée ou alliance ne scintillait au soleil. Il n'y avait que la terre, le ciel et le recueillement de ceux qui étaient venus, non par obligation, mais pour être témoins. C'était la colline où Elias Granger avait enterré son père des années auparavant. Il y venait souvent pour parler au vent, pour se souvenir de la force, pour poser des questions que personne d'autre ne pouvait entendre. Aujourd'hui, il n'était pas seul. Annabeth se tenait à ses côtés, pieds nus dans l'herbe humide, vêtue d'une simple robe blanche cousue par la vieille veuve qui lui avait autrefois donné du pain. Les manches étaient légèrement inégales, l'ourlet cousu d'un fil dépareillé, mais la façon dont la robe flottait au vent la faisait ressembler à une peinture longtemps pliée, enfin exposée dans son cadre. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Dans ses mains,
Elle tenait un unique brin de trèfle. Elias portait sa plus vieille chemise, propre mais délavée aux coutures. De la poche de poitrine dépassait un brin de lavande séchée, la fleur préférée de sa mère. Ses bottes étaient éraflées, ses mains tachées par le bois et le travail, mais son regard était stable. Le vieux prêtre de la ville, qui s'était autrefois moqué des mariés par correspondance, les qualifiant de promesses de papier, se tenait maintenant là, sa Bible ouverte, la voix adoucie par le temps. J'ai lu bien des vœux dans ma vie, dit-il, mais aujourd'hui, je n'en prononcerai aucun, car ce qui se passe ici, ce n'est pas la tradition. C'est quelque chose de plus ancien. Elias se tourna vers Annabeth. De sa poche, il sortit un long cordon tressé d'herbe des prés séchés. Il était rugueux, inégal, mais solide. Il le tendit, les mains tremblant légèrement. Pas un serment pour la galerie, dit-il. Une promesse dans la poussière, dans les années, dans la tempête qui t'a mené jusqu'à moi. Je suis à toi, Annabeth, entièrement. Les lèvres d'Annabeth tremblèrent. Sa voix s'éleva, douce mais claire. Et j'ai toujours été à moi jusqu'à maintenant, car maintenant, je suis à toi aussi. Il noua doucement le cordon d'herbe autour de leurs deux poignets. Le nœud tint bon. Le vent se leva juste à ce moment-là, comme une expiration, et d'un piquet de clôture voisin, un petit moineau brun s'envola. Clara, debout à côté de la veuve, frappa dans ses mains. « Ils ont des ailes, maintenant !» cria-t-elle. Un rire brisa le silence, pas un rire bruyant ou moqueur, mais le genre de rire qui vient quand un cœur se dessert, quand la guérison n'est plus un espoir, mais un fait. Après la cérémonie, les invités commencèrent doucement à redescendre. Certains laissèrent de petites offrandes, des bouquets d'herbes séchées, des poupées de chiffon, un pot de confiture, sur un banc de bois près du sommet. Elias se tourna vers Annabeth. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ils marchèrent main dans la main jusqu'au grand chêne où la croix de son père se dressait encore, patinée et usée, mais immuable. En dessous, Elias s'agenouilla et ouvrit une boîte sculptée dans du pin, aux charnières rouillées mais intactes. À l'intérieur se trouvait une unique photo. Sa mère, jeune et souriante, tenant une tasse en fer blanc et un agneau nouveau-né. Elias la plaça délicatement à côté d'une autre photo, prise récemment. Il avait demandé à un photographe ambulant de la capturer sans qu'Annabeth le sache. Elle, assise sur le porche avec Clara sur ses genoux, riant toutes les deux. Il se releva et regarda les deux images côte à côte. « Maintenant, elles sont toutes les deux ici, dit-il. Deux femmes qui m'ont donné la vie. » Annabeth se glissa derrière lui, enlaça sa taille de ses bras et posa sa joue contre son dos. « Et deux âmes qui se sont trouvées, murmura-t-elle, pas par des lettres, mais par la perte. » Elias se retourna et l'embrassa sur le front. Cette nuit-là, il n'y eut ni festin, ni danse, mais il y eut de la chaleur. La cabane brillait de la douce lueur des bougies. Clara jouait sur le sol avec une poupée de paille. Annabeth cuisait du pain de maïs qui embaumait la maison d'un parfum si riche que même le silence semblait plein. Elias était assis dans son fauteuil, celui-là même qu'il avait sculpté seul, il y a longtemps. Maintenant, il grinçait sous le poids de deux mains posées sur ses épaules. Et bien qu'il ne dît rien, son cœur parlait fort. Le ranch ne résonnait plus du silence. Il chantait au son des roues de bois, des rires matinaux et du tintement des tasses en fer blanc. Les poules caquetaient. L'eau bouillait.
le vent frappait doucement au volet. Mais plus que tout son, plus que tout signe, les yeux d'un homme autrefois brisé par le chagrin portaient désormais quelque chose de plus brillant que la douleur, de plus profond que l'espoir. L'amour. Pas seulement trouvé, mais installé pour de bon. Si cette histoire a touché votre cœur, le courage tranquille d'Elias, la résilience d'Annabeth, et la façon dont l'amour a fleuri, non pas de la perfection, mais de la douleur, alors d'autres récits vous attendent à la frontière. Chez Histoire d'amour du Far West, nous racontons des histoires d'amour qui définent la distance, la poussière et le désespoir. Des histoires de femmes qui endurent, d'hommes qui se souviennent, de cœurs qui retrouvent que leur chemin, même à travers le silence et la neige. Alors, si vous croyez aux secondes chances, aux vœux scellés, non pas avec de l'or, mais avec du courage, au genre d'amour qui laisse une lumière allumée dans le noir, abonnez-vous dès maintenant à Histoire d'amour du Far West. Parce que quelque part, là-bas, dans le vent, un autre cœur attend d'être trouvé.